militants en folie hier soir à l'annonce des résultats. Renaud Muselier, candidat Les Républicains, conserve la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le travail qui est récompensé, on est super content. L'idéologie d'extrême droite n'a pas été soutenue par les électeurs et c'est reparti pour les 6 prochaines années a priori. On a confiance en lui, on sait qu'il va y avoir un travail fabuleux qui va être réalisé tout au long des années qui vont arriver. Avec plus de 57% des voix contre 42,7% pour Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national, la victoire est même plus large que prévu. Une victoire que le candidat doit notamment au Front républicain. Cette victoire, c'est la victoire de toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs appartenances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses. Vous avez décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite. Magali, électrice de gauche, fait partie de ceux qui ont voté pour Renaud Muselier. Un vote qui reste amer. De voter Muselier, ça m'a fait, je dirais pas mal, grande tristesse. Un grand ras-le-bol. Je ne sais pas ce que je ferai dans le cadre de la présidentielle, mais ici, je me suis dit, on est régional, c'est pas la même chose. Je ne peux pas accepter de participer au passage du RN. Renaud Muselier s'est engagé à créer un comité de personnalités de gauche pour les associer à la gestion de la région. Il est 22h30 dimanche soir lorsque Thierry Mariani se présente face à la presse. Le visage fermé, le candidat RN vient de perdre son pari, celui d'être le premier en France à faire gagner une région au Rassemblement national. Aujourd'hui, notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre région. Plus tôt dans la soirée, à l'annonce des résultats, les quelques militants présents sont encore à l'extérieur de la salle. Entre 600 et 800 étaient attendus. Au total, ils seront une petite centaine à se rassembler et passer le cap de la déception. Tous croient désormais au sursaut du Rassemblement national en vue des élections présidentielles de 2022. On reste combatif. Voilà. On n'est pas abattu, de toute façon en politique il ne faut jamais l'être. Des défaites ça arrive et comme l'avait dit il y a quelques temps Marine Le Pen, je crois qu'on se relève toujours plus fort d'une défaite parce qu'on en apprend toujours beaucoup. Nous allons relever la tête très rapidement. Est-ce que vous me voyez rouler au sol en train de pleurer? Non, pas du tout. Nous avons l'habitude de nous battre et nous nous battrons sur le futur. On se retrouve tout seul, contre tous, un peu comme d'habitude je dirais, mais bon on a nos idées, et on fait un très bon score malgré tout. Avec 42,7% des voix obtenues, le Rassemblement national sera crédité de 39 sièges au Conseil régional. Thierry Mariani l'a annoncé, il siégera dans l'hémicycle et se fera le porte-parole de l'opposition. Nous allons évoquer une problématique essentielle, celle des violences conjugales, avec le 3919 qui est désormais accessible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Bonsoir Louisette Tiouchichine, vous êtes la directrice de l'association Le Cap dans le Var à Draguignan. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous connaissez ces problématiques, vous venez en aide aussi aux femmes victimes de violences conjugales. On va dresser un bilan ensemble du confinement, de ce fléau qui est quand même encore très développé dans nos sociétés. Mais d'abord, un mot sur... C'est une forme de bonne nouvelle quand même qu'on puisse donc avoir un interlocuteur ou une interlocutrice 24 heures sur 24 avec donc la pérennisation de ce 3919. Oui, tout ce qui peut venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales est bien, d'autant en fait que le fait que des femmes dans la nuit peuvent avoir quelqu'un pour être écoutées, moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent et qui se sentent seules et ça peut permettre quelquefois de passer le pas, d'avoir quelqu'un et peut-être de commencer justement à témoigner parce que c'est pas toujours facile pour les femmes de mesurer l'impact des violences qu'elles subissent. Quelquefois, elles sont dans le déni. Donc, tout ce qui peut les raccrocher au fait de pouvoir s'en sortir est une bonne chose. Donc, on peut que se féliciter.
Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté durant l'année qui vient de s'écouler une augmentation des cas? Les appels ont augmenté de 15% selon certains chiffres. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez également? Alors oui, c'est vrai qu'on a eu une très forte demande, notamment durant la deuxième partie du premier confinement, avec des dossiers en fait où on sentait vraiment que c'était très tendu. Et tous les dossiers que l'on a, c'est vrai qu'actuellement, on a toujours l'impression que ces dossiers sont explosifs. Parce que les personnes sont enfermées ensemble et qu'on se rend compte vraiment que les gens sont à cran. Et donc tout peut donner lieu à un dérapage et c'est vrai que ça fait assez peur. Je m'occupe de ces violences depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on voit vraiment que les gens sont très tendus, qu'ils sont très énervés et ça fait très peur quand on évalue les situations d'urgence notamment. Alors, on connaît les chiffres et cette statistique d'une femme tous les 3 jours qui meurt sous le coup des violences de son conjoint. Les cas sont désormais médiatisés. En plus, on parlera dans quelques instants de l'affaire Bako qui vient de se conclure. Aujourd'hui, vous, à l'association, quel type d'accompagnement vous proposez et finalement, quel type de détresse vous avez à affronter? Évidemment, la détresse physique quand on a été violenté, mais on imagine que les blessures psychologiques sont parfois plus compliquées à penser que les blessures physiques. Oui, on a les deux situations. Quelquefois, on a des violences psychologiques qui sont très graves aussi, parce que dans les situations psychologiques, quelquefois, quand on évalue, quand on reçoit une femme victime de violences conjugales, c'est vrai qu'on parle de ce qu'elle subit. On essaie en fait de comprendre le contexte dans lequel elle évolue. Et le contexte dans lequel elle évolue, c'est aussi le profil de l'auteur qui est important. Et c'est vrai qu'on a des profils avec des auteurs quelquefois de gens qui sont fragiles, qui sont malades et qui ont des fois des soucis d'addiction. Et c'est vrai que ces dossiers-là nous permettent tout simplement aussi d'évaluer l'urgence. Et les violences psychologiques sont souvent terribles et ce sont celles souvent qui sclérosent les démarches des femmes parce que quelquefois elles sont dans le déni. Vous savez, c'est un peu comme une personne sidérée, le temps qu'elle se dise « c'est pas possible », il y a peut-être 6 mois, 1 an qui est passé, sauf que toute la question est de savoir quand elle reste, est-ce qu'elle est en danger ou pas. C'est vrai que c'est toujours très délicat et les violences psychologiques sont tout aussi terribles. Alors, au fur et à mesure des affaires, il y a aussi un élément qui revient souvent, c'est parfois la non prise en compte des plaintes, des signalements, parfois le suivi judiciaire qui n'est pas à la hauteur. Ça ne vous aura pas échappé, au début du mois de juin, il y a plusieurs procureurs qui se sont élevés, qui ont demandé des mesures supplémentaires. Et parmi eux, le procureur de Draguignan, Patrice Cambrou, qui a fait avec ses homologues une série de demandes qui demandent les renforcements des dispositifs d'évaluation des victimes, la prise en charge médico-judiciaire des victimes, un lien plus étroit avec les associations et la création de véritables synergies également entre la police, la justice et les associations. Ça veut dire qu'il y a encore là une zone grise sur le signalement, la prise en charge et les sanctions pénales. Je crois qu'au contraire, il y a une volonté depuis quelques années, et ça parce que ça a beaucoup évolué, encore une fois, moi ça fait une 20aine d'années que je fais ça. C'est vrai que ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est que tout le monde se sent impliqué, et de la même manière. Et donc, on peut que se féliciter de voir la justice, la police très impliquée aussi. Nous, on fait des permanences dans les commissariats. On sent vraiment des personnes qui sont aujourd'hui de plus en plus formées à la prise de plainte et qu'il y a une volonté effectivement de créer des synergies pour permettre de pouvoir échanger sur les dossiers parce que seul on peut pas, je dirais, on peut, comment dire, à plusieurs, on va toujours plus loin. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, une vraie prise de conscience qu'il faut des moyens pour traiter ces dossiers-là et qu'il faut aussi, à un moment donné, faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Moi, je trouve que ces dernières années, ça a beaucoup évolué dans le sens de la protection des femmes victimes de violences et que tout un chacun, là où il est, essaie de mettre en place en fait le maximum de moyens
sachant qu'on sait que la justice n'a pas toujours des moyens suffisants. Pareil, voilà, et que même dans le monde associatif, c'est vrai que y a quelquefois des problèmes de moyens et qu'il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs qui interviennent auprès des femmes victimes de violences pour justement faire en sorte d'être efficaces. Alors, je parlais de la médiatisation qui est de plus en plus importante aussi autour de ces affaires. Hein. En France, en moyenne, on est à 100 000 signalements de cas de violence, ce qui est énorme. On parlait tout à l'heure des décès tous les 3 jours, mais il y a 100 000 en moyenne signalements. L'affaire Valérie Bacot, là récemment, cette femme qui a été violée, violentée, prostituée aussi par son mari et qui l'a tuée et qui finalement a bénéficié d'une forme de clémence de la justice, même si elle a fait de la prison. Elle a fait un an de prison. Elle a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis et 1 année de prison ferme, mais qu'elle avait déjà effectuée en préventive. On voit que c'est une cause nationale désormais et qu'il y a de plus en plus d'écho aussi à ces affaires. Oui, et on a vu aussi la difficulté aussi de juger une femme en même temps qu'il est victime, et en même temps on est dans un pays où on ne peut pas se faire justice soi-même. Et on a vu que c'était vraiment très délicat comme situation. On avait déjà eu une affaire, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait eu beaucoup de personnes qui s'étaient mobilisées pour que la personne justement ne soit pas condamnée. Et on voit toute la difficulté justement de ces femmes de pouvoir sortir quelquefois de cette emprise. C'est pour ça que les victimes de violences conjugales, ce qui est très compliqué pour certaines victimes de violences conjugales, notamment quand il s'agit en plus là de violences psychologiques, sexuelles, c'est de pouvoir en fait sortir de cette emprise. Parce qu'un dossier, c'est très compliqué. Très souvent, on se dit, mais comment se fait-il qu'elle parte pas? La réalité, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il y a des problèmes derrière psychologiques, quelquefois il y a des problèmes aussi liés à l'enfance, il y a aussi des problèmes financiers. Et ça, on ne peut pas ne pas regarder aussi une femme qui va partir, elle va se retrouver où? Est-ce qu'elle a de la famille? On a souvent des profils aussi de personnes qui sont totalement isolées. Et c'est vrai que ça montre toute la complexité je dirais, de situations de violence conjugale, et là, en l'occurrence, qui sont arrivées, qui se sont manifestées par un meurtre, puisque elle a tué son auteur. Mais c'est vrai aussi que ça montre en fait la complexité de juger ces affaires aussi. De toutes ces affaires, évidemment. Merci beaucoup à vous, Luzette Tiouchichine, directrice de l'association Le Cap dans le Var. On rappelle que le 3919 est désormais accessible 24 heures sur 24. Du lundi au vendredi. Ça va, la première épreuve était assez compliquée, mais la deuxième, pour la rédaction, j'ai pris le sujet de réflexion et ça va, c'était assez simple. Moi j'avais pris le sujet de réflexion, il fallait dire si on aimait les œuvres littéraires et artistiques, là où il y avait du surnaturel ou de l'étrange. Oui, ça va, on y croit, voilà, on y croit. Ça s'est plutôt bien passé, oui. C'était quoi comme sujet d'imagination. D'accord, et du coup, ça racontait quoi? C'était sur l'histoire d'un baron qui vit seul dans un château. Et il faut raconter une balade qu'il a fait dans ses jardins, seul avec son chien et son chat. Les maths, moi, perso, je suis plutôt en confiance. Ouais. Ah ben, sincèrement, je vais au talent. Je connais rien du tout. On va improviser, quoi. On croise les doigts. Les maths, c'est pas ta matière? Ah, pas du tout. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui sont là et demander des garanties. Je connais automatiquement le projet, je le connais bien. Quant à savoir quels sont les objectifs, simplement dans un passé récent, lorsque j'étais à Lille, on est passé du maintien in extremis à la seconde place. Personne ne nous attendait là. On va évidemment travailler, collaborer. On va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif, mais après, entre ce que l'on souhaite et ce qui va se passer, personne ne peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler, il y a de l'ambition. Notre objectif, il a toujours été très clair, c'est d'aller jouer la compétition, comme vient de le dire Julien, dans le haut du tableau. Ça, c'est la première étape, et puis après, ce sera aussi d'y rester. Donc ça prend du temps. Encore une fois, je considère que le coach a un rôle essentiel dans
cet objectif-là. Et on pense, on est convaincu que Christophe a toutes les qualités pour amener l'OGC Nice là où on veut l'amener. Ils arrivent aux antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, ils voient une tête de cavalier sans corps. Du haut de ses 10 ans, Emma est déjà une passionnée de lecture. Moi, quand je lis, j'ai l'impression que je voyage et j'ai même plus l'impression de lire. Je suis dans mon monde à moi. Une passion qui a permis à l'élève en classe de CM2 de décrocher sa place en finale du concours Les Petits Champions de la lecture. Pour l'événement, la jeune fille va lire un passage du livre de Valentine Gobi, L'Anguille. J'ai choisi ce livre car il parle de la différence et la différence c'est important et c'est un sujet qui me touche en fait. Pour moi, on est tous pareils et on ne devrait pas traiter différemment certaines personnes parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles. D'ailleurs, personne n'est pareil, on est tous différents. À quelques jours de la finale, Emma a pu échanger avec l'autrice qui ne cache pas sa fierté de voir la jeune fille représenter son livre. C'est le métier d'un auteur et d'une autrice jeunesse, c'est aussi de rencontrer ses lecteurs et lectrices, donc c'est merveilleux. Là, c'est un petit peu particulier parce que, en plus, il y a vraiment un projet assez enchanteur derrière cette rencontre. Et oui, ça me touche beaucoup parce que c'est des élèves qui ont passé une partie de l'année avec moi, avec mes personnages. Et donc, évidemment, c'est très émouvant, oui. Rendez-vous ce mercredi à Paris pour Emma, qui va concourir pour tenter de remporter cette 9e édition des Champions de la lecture. Demain, c'est le début des soldes dans notre région. Évidemment, des soldes qui concernent les commerçants et qui sont très attendus ou pas. On va en parler avec Guillaume Sicard, qui est président de la Fédération des commerçants à Marseille-Centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup parlé de cette période de soldes qui a été décalée, évidemment, en raison de la crise de la Covid-19. D'abord, de façon très générale, est-ce que vous l'attendez, cette période de solde, ou est-ce qu'elle est encore un petit peu trop tôt? Un petit peu trop tôt. On va dire qu'on a coupé la poire en deux entre ce qu'on souhaitait, nous, commerces indépendants, et ce que souhaitait la grande distribution. Donc, on va faire avec ces dates-là. Mais oui, on l'attend. C'est toujours un événement commercial. C'est toujours des moments où il y a une forte affluence dans les commerces. Donc, on est toujours preneur en tant que commerçant pour ça. Dans quel état êtes-vous, si vous me passez l'expression, vous les commerçants, depuis le retour à la vie, le déconfinement? Est-ce qu'il y a en plus, par rapport aux autres années, un vrai enjeu financier, c'est-à-dire l'obligation de réussir ces soldes? Oui, parce qu'on a quand même du stock. On a eu des périodes où on était fermé, donc chose quand même qu'on connaissait pas. C'est des choses un peu nouvelles pour nous. Donc c'est une période qu'on attend. On était content de l'avoir décalée pour vendre un petit peu au juste prix, au prix normal, chose qui devient un peu incroyable dans cette période entre les promotions, les soldes. Donc on a pu vendre normalement pendant cette dernière semaine. Et là, on a quand même nos stocks qui sont bien remplis, donc sincèrement il va y avoir de belles offres et de bons produits à trouver sur cette période de solde. Quel bilan vous tirez, vous, dans votre fédération à Marseille-Centre, de cette année qu'on vient de passer? Est-ce qu'il y a eu du dégât? Est-ce que des petits commerçants autour de vous ne s'en sont pas remis? Alors oui, c'est quand même une année qui a été, une année et demie maintenant, parce qu'on a quand même bien avancé. C'est une année qui a été très compliquée. Maintenant, on pense que la France est un pays qui nous a quand même permis de garder la tête hors de l'eau. Par les aides, par le chômage partiel, par tout ça. Donc, effectivement, il y a des jauges qui sont peut-être de typologie de magasins qui sont peut-être en difficulté, mais on peut quand même dire que dans les commerces indépendants, pour les petites structures, etc., on a quand même été aidés dans cette crise sanitaire et crise économique. Maintenant, je ne vous cache pas que on était un peu tous sous perfusion.
On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, on va rester positif. Mais voilà, il y a peut-être une petite inquiétude sur les magasins qui étaient déjà peut-être un peu fébriles. Forcément, ça ne va pas arranger les choses. Oui, évidemment, on partage cette inquiétude et le doute qui plane toujours sur bon nombre d'activités. Est-ce que le tourisme aussi, qui a bien repris à Marseille comme ailleurs, c'est une source d'espoir pour vous? C'est-à-dire que vous allez pouvoir compter sur les touristes, y compris les touristes étrangers, hein? Oui, alors nous, à Marseille, en plus, on est quand même assez orienté vers des touristes français, donc on n'a pas été touché par cette crise du tourisme international, contrairement peut-être à d'autres villes sur la Côte d'Azur. Oui, c'est le tourisme, il faut travailler pour. Enfin, moi je suis à Marseille, donc les Marseillais sont les premiers touristes de leur ville, ça on le garde bien en tête. Mais après, oui, effectivement, c'est un plus qu'on a avec cette manne touristique qui va arriver. Donc on est plutôt serein sur juillet-août, puisque, a priori, les touristes devraient être au rendez-vous. Une dernière chose, Guillaume Sicard, avant de rappeler les dates des soldes. Cette année-là de confinement, on pourrait imaginer qu'elle a beaucoup développé le commerce en ligne, donc c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet contraire, c'est-à-dire qu'après avoir passé un an enfermé devant son ordinateur, les clients n'ont pas envie de retrouver tout simplement leurs commerçants et le rapport humain? Je vous le confirme, puisqu'on a retrouvé ça à partir du 15 ou du 16 mai. Et il y avait vraiment cette notion d'achat local, de volonté d'acheter chez leurs commerçants, chez des commerçants de proximité, même si quand même on a pu prendre le virage du digital. Et aujourd'hui, nombreux commerçants proposent leur offre en magasin, bien évidemment, avec tout ce qu'on connaît, tous les échanges possibles, les essayages, les relations humaines, mais aussi peut visualiser le catalogue en ligne. Merci beaucoup Guillaume Sicard. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des commerçants de Marseille-Centre et que demain, donc, vous lancez cette période de solde pour presque un mois, du 30 juin au mardi 27 juillet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et reprenez l'action maintenant, attendez, touche à rien et on se remet dans l'état, action! Cascade, humour et mensonges, c'est au cœur des studios de la Victorine que le réalisateur français Olivier Barou et son équipe sont installés depuis quelques jours, un site qui n'a pas été choisi au hasard. D'abord le film se passe ici, clairement, et donc le choix de continuer à tourner en fait à la Victorine, effectivement c'est un studio mythique et c'est un très bel outil. Prévu pour 2022, ce film mélange drame et humour. Tarek Boudali interprète le rôle d'un mythomane qui voit ses mensonges devenir réalité. Pour l'acteur, travailler avec Olivier Barou est naturel. Quand il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer, déjà j'ai eu le O de oui. Ensuite il m'a pitché le film, il y a eu le U de oui. Et quand j'ai lu le script et qu'on a retravaillé un petit peu ensemble, il y a eu le I. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Pour la ville de Nice, il s'agit d'un coup de projecteur. Objectif, attirer des tournages sur son territoire. C'est vrai que l'annonce qui a été faite au moment de l'anniversaire du centenaire de la Victorine et puis de ce comité de pilotage piloté par Costa Gavras qui en a parlé dans le milieu du cinéma mondial en expliquant que ces studios non seulement existaient, non seulement fonctionnaient, mais allaient être rénovés pour être encore plus en état de recevoir des grandes productions, nous a pas mal aidé. En attendant la sortie du film, la fête du cinéma démarre demain. 4 jours de cinéma à 4 € la séance. Pour sa 74e édition, le Festival de Cannes a ressorti son tapis rouge. Annulé l'an passé et décalé cette année en raison de la crise sanitaire, l'événement le plus attendu dans le milieu du 7e art se tiendra prochainement, du 6 au 17 juillet. Alors, en coulisses, les équipes techniques sont sur le pied de guerre depuis plus d'un mois et on vérifie que tout fonctionne correctement avant le grand jour. On prépare les salles au niveau du son, de l'image et de la technique pour pouvoir accueillir les équipes du festival avec leur matériel
qui ensuite, eux, vont diffuser les films en compétition et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans cette salle, 3 projecteurs différents. Le plus ancien est fortement plébiscité par des réalisateurs de renom. C'est pour les amoureux du cinéma. Il y a 2 ans, Tarantino il a voulu diffuser son dernier film en 35 mm dans la salle lumière. Une organisation millimétrée, sous l'œil attentif du directeur des opérations du Palais des Festivals. Après plus d'1 an où la grande majorité des 200 salariés ont été mis au chômage technique, il savoure aujourd'hui le plaisir retrouvé de cette salle mythique où sont visionnés les plus grands films. Là, nous sommes sur la passerelle technique attenante à la cabine de projection de la salle Louis Lumière. Ça fait du bien de la revoir et surtout de la voir reprendre vie petit à petit, parce que là, on est maintenant dans le compte à rebours et il reste que quelques jours avant l'ouverture au public. Donc oui, ça fait énormément de bien, forcément. Cette année encore, de nombreuses stars feront leur apparition sur le célèbre tapis rouge de la Croisette. Des célébrités se cacheront dans les palaces. Après plusieurs mois compliqués, le Majestic Barrière est prêt à accueillir la clientèle du festival. Le festival va prendre tout son sens, parce qu'entre la clientèle individuelle, entre la clientèle festival, va faire que ça va être un vrai événement, on va dire, populaire en nombre avec le tourisme de Cannes et tout ça. Donc je pense que ça va être une très belle émulation et une très belle expérience. Et je pense que cette quinzaine va être plutôt enrichissante et plutôt intense à vivre. Service housekeeping ? En chambre, dernier coup d'œil avant l'arrivée d'une mystérieuse célébrité. Le personnel est aux petits soins. Tout doit être parfait jusque dans les moindres détails. C'est aussi ça, la renommée du Festival de Cannes. Sac plein, arrêt devant les magasins. Pour ce premier jour des soldes d'été, les consommateurs étaient nombreux. Rattraper le temps perdu et retrouver les joies de la consommation dans les boutiques, après plusieurs mois de confinement, les Marseillais n'ont pas raté ce rendez-vous incontournable. Avec le confinement, on n'a pas fait les courses. Là, on essaie de se rattraper le plus possible. Et puis bon, là, ils font des soldes, c'est très bien pour nous. Au moins, on peut s'acheter des choses qu'on veut. Pour moi, c'est un petit peu mieux que sur Internet, surtout lorsqu'il s'agit de vêtements, parce qu'on a davantage de taille, etc. On peut se rendre compte. Voilà. Il y a encore des personnes qui préfèrent se promener dans les boutiques plutôt que sur Internet. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est un complément. C'est important pour tout le monde, pour la vie, pour tout le monde. Ils étaient enfermés, ils étaient au Covid. Et là, tout le monde, regardez la rue Saint-Péréol, comme c'est agréable, précis. Des soldes d'été perçus comme une aubaine pour les commerçants qui vont pouvoir vider leur stock accumulé ces derniers mois. Aujourd'hui, on a eu quand même une période où les magasins étaient fermés, donc il y a pas mal de produits en stock dans les magasins et voilà, un premier jet d'offres qui va être très intéressant puisque ça nous permet, nous commerçants, de faire de la trésorerie dans nos commerces et du coup aux clients de profiter de très bonnes affaires. Parce qu'il faut savoir que les soldes par rapport aux promotions nous permettent de vendre à perte. C'est la seule période où on peut vendre à perte. Donc voilà, on pense que ça va être un bel événement. Décalé d'une semaine en raison de la crise sanitaire, une modification de date qui peut profiter aux commerçants locaux. Nous, dans le sud, on préfère quand même que les soldes soient un petit peu décalés, puisque ça nous permet de profiter un peu des justes prix et donner la possibilité aux touristes de profiter des soldes, mais un peu plus tard. Donc c'est très bien que ça soit décalé d'une semaine. Les soldes d'été sont prévus jusqu'au 27 juillet prochain. Et un peu de culture avec notre invité ce soir, Théo Saavedra. Bonsoir Saavedra, pardon. Merci d'être avec nous, directeur artistique des Nuits du Sud. Avance, on a plutôt hâte de retrouver votre festival à partir du 8 juillet prochain. Il va se prolonger jusqu'au 18 juillet avec une programmation dont on va parler dans quelques instants. D'abord, évacuons la question sanitaire, cher Théo, si vous le voulez bien. Comment ça va se passer? Est-ce que les jauges seront inférieures à 1000 passes sanitaires? Est-ce qu'on pourra être debout, assis? Dites-nous tout. Non, ça va être... Bonsoir d'abord. Mais non, ça va être
comme les festivals tous les années, mais avec une jauge beaucoup plus petite, évidemment, à 2500 personnes maximum. Et il va y avoir les contrôles pas sanitaires obligatoires aujourd'hui pour rentrer dans les événements de plus de 1000 personnes. Les masques seront conseillés, pas obligatoires, et voilà, et ça va être debout et assis comme ça a été toujours les Nuits du Sud. Donc c'est un événement qui est c'est le même qu'on a produit depuis 25 ans, mais un petit peu plus petit avec les consignes sanitaires évidemment. Alors, évidemment, ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est la programmation. Qui seront les artistes présents? Avant ça, juste un mot sur le plaisir peut-être que vous retrouvez d'organiser le festival dans des conditions presque normales. On est là quand même sur 8 dates, avec une vraie belle programmation. On est presque dans les Nuits du Sud d'avant. Écoutez, c'est la volonté de la ville, en tout cas, de faire un festival de qualité, donner continuité au festival qui, historiquement, a connu cette réussite que tout le monde connaît. Donc, c'est un très grand plaisir pour nous de pouvoir offrir aux gens des territoires, Vansois et ailleurs, évidemment, et un festival de qualité avec des artistes qui viennent. Des 5 aussi pays différents, malgré les difficultés qu'il y a aujourd'hui sur les artistes pour voyager. Alors on a une programmation très éclectique quand même, c'est la marque de fabrique aussi des Nuits du Sud à Vence. Le premier soir, par exemple, le soir du 8 juillet, la scène mettra à l'honneur Sam Mangwana et Martin Solveig. On aura parmi les artistes présents Thomas Fersen et Zouk Machine, Black M également, Claudio Capeo, Blick Bassi, Christine Salem. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Pierre-Paul Jacques aussi, qui revient sur scène. Voilà quelques-uns des artistes qui seront là. Vous le disiez, c'est pas très facile en ce moment de monter une programmation, notamment avec des artistes qui voyagent. Ben voilà, c'est la difficulté. Il y a beaucoup d'artistes latino-américains, ils ne peuvent pas venir, malheureusement. Et des artistes américains, c'est très ciblé. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'artistes nord-américains qui voyagent. L'Afrique, il a ses difficultés aussi. Donc, on a été chercher des artistes qui avaient organisé déjà, ça s'avait organisé avant. Certains vivent en Europe. Et évidemment, on a été chercher des artistes français qui sont en tournée. Donc, c'est une programmation typiquement Nuit du Sud avec des têtes d'affiche, avec des nouvelles découvertes. Et c'est le cas de Sam Mangwana, qui est un artiste superbe, c'est un artiste africain qui va nous faire la conga congolaise, la rumba congolaise, pardon, avant Martin Solveig, qui va nous faire danser. On voulait quand même faire cette ouverture forte pour dire voilà la fête, voilà le moment génial de passer un bon moment ensemble. Et c'est notre objectif, c'est pouvoir faire la fête et tout à fait en sécurité, parce que nous avons, les organisateurs des festivals, quand même une responsabilité assez importante de dire attention, le Covid, c'est quand même une maladie dangereuse et il faut faire attention. Donc, on va prendre toutes les mesures possibles pour que les gens se sentent en sécurité à l'intérieur. Alors on rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, donc certificat de vaccination ou test PCR. Une dernière chose, Théo, sur la billetterie. Pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. Le test antigénique aussi, il est valable. Oui, évidemment, je l'ai oublié, mais vous avez raison de le préciser. Une dernière chose sur la billetterie, est-ce qu'il reste des places? Comment on fait? On va sur le site des Nuits du Sud? Dans toutes les bonnes maisons qui vendent des billets, et dans les sites des Nuits du Sud, et dans les Leclerc des Vents, il y a encore des billets pour toutes les soirées. Les billets les moins chers, évidemment, sont partis, mais il reste un peu de billets. Il faut se méfier parce qu'il va y avoir, on sait qu'il a la dernière semaine, là, il a beaucoup de demandes, beaucoup de coups de téléphone. Mais bon, on est dans une très très bonne spirale, et c'est une spirale ascendante. Et c'est notre bonheur d'organiser ce festival. Et j'espère que les gens ils vont se sentir, comme tous les années, dans un espace qui est dédié à la musique, parce que la musique peut beaucoup et peut nous rendre heureux. Merci beaucoup à vous, Théo Saavedra, directeur artistique des Nuits du Sud à Vence. Premier rendez-vous donc le 8 juillet prochain. Ça se prolonge jusqu'au 17 juillet, l'un des premiers festivals dans notre région à être organisé de nouveau après cette période de Covid. Et on sera bien sûr au rendez-vous sur nos antennes. Merci à vous.
C'était un avion particulièrement attendu sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Hyères. Le tout premier vol EasyJet. La compagnie européenne a décidé de poser ses valises à Hyères depuis cette année. 2 liaisons possibles à partir de l'aéroport Varrois, Paris-Charles de Gaulle et Londres-Gatwick. On avait jusqu'à maintenant 20 aéroports desservis en France et on est très fiers de rajouter ce 21e. C'est la région de Toulon-Hyères est une très belle région et on pense qu'on peut à la fois permettre aux Français qui souhaitent découvrir la région de venir, également aux Anglais de venir dans cette région. Et puis on veut aussi permettre aux gens qui habitent ici de pouvoir voyager et notamment avoir des connexions à Roissy-Charles de Gaulle ou à Londres-Gatwick vers d'autres destinations dans le monde. Une nouvelle collaboration qui réjouit le maire de la commune de Hyères, notamment après un début d'année difficile pour l'aéroport. Cet aéroport a failli avoir un coup fatal quand Air France brutalement l'a un peu abandonné. Et ce n'est pas la compensation de Transavia qui pouvait le relancer complètement. Donc voir une compagnie importante venir sur 2 destinations capitales, à tout point de vue, et espérer que cela fonctionne et qu'ils étendent leur envergure sur l'aéroport est pour nous capital. Donc très heureux que EasyJet ait pris cette décision. Un véritable atout pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, avec des vols proposés à partir de 30 € au départ ou en direction du Var.